Au dîner d'anniversaire, mon frère a ricané en levant son verre de vin grand cru. Personne ne t'aime ici, Delphine. On te supporte juste parce que tu paies. Mes parents ont ri aux éclats, un rire gras, complice, qui a résonné contre les murs de pierre que j'avais passé 2 ans à restaurer de mes propres mains. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fini mon verre, j'ai pris mon sac, et je suis partie. 3 semaines plus tard, mon père m'a appelé en panique, sa voix tremblant de terreur. La banque va saisir le domaine. Les huissiers sont là. J'ai répondu doucement, avec un calme qui m'a surprise moi-même, je sais. C'est moi qui les ai envoyés. Bonjour à tous. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé l'empire de papier de ma famille, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Si vous étiez à cette table, qu'auriez-vous fait? Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Je lis tout. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout a commencé. Je m'appelle Delphine, j'ai 34 ans, et je suis architecte d'intérieur à Lyon. Pendant longtemps, j'ai cru que ma réussite professionnelle pouvait combler le vide affectif que je traînais comme un boulet depuis l'enfance. Tout a commencé il y a 2 ans, dans le bureau feutré de Maître Lemoine, mon avocat actuel. Mais à l'époque, je n'étais pas là pour attaquer, j'étais là pour signer mon arrêt de mort financier. L'air était lourd ce jour-là, chargé de cette humidité typique des hivers lyonnais. Je fixais l'horloge au mur, son tic-tac régulier rythmant mes battements de cœur. Flashback. 2 ans plus tôt. Ma vie à Lyon était stable. J'avais Julien, un homme merveilleux qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais offrir. Nous parlions d'acheter un appartement, de construire quelque chose à nous. Et puis, le téléphone a sonné. C'était ma mère, Martine. Sa voix était différente ce jour-là. Pas le ton critique habituel, ni les reproches voilés sur mon absence aux fêtes de famille. Non, elle pleurait. Des sanglots étouffés, parfaitement calibrés pour briser mes défenses. Delphine? C'est la ferme de grand-père en Dordogne. La toiture s'effondre. Si on ne fait rien, on va devoir vendre. C'est tout ce qu'il nous reste de l'histoire familiale. J'ai senti un pincement au cœur. Cette ferme, c'était mes souvenirs d'été. L'odeur des foins, la lumière dorée sur les pierres calcaires, le goût des murs sauvages. Thibaut a une idée, a continué ma mère, séchant ses larmes trop vite. Il veut la sauver. Il veut en faire un gîte de luxe. Mais tu connais ton frère, il a la vision, mais pas les moyens. On a besoin de toi, ma chérie. C'est l'occasion de réunir la famille. De construire quelque chose ensemble. Thibaut. Mon frère aîné de 36 ans. L'enfant doré. Celui qui avait essayé de lancer une marque de bière artisanale, faillite en 6 mois, une application de rencontres pour chiens, ridicule, et un service de coaching de vie, alors que sa propre vie était un désastre. Thibaut, c'était le charmeur, le parleur, celui qui pouvait vendre du sable dans le désert mais qui refusait de porter le sac de sable. J'aurais dû dire non. J'aurais dû raccrocher et retourner dans les bras de Julien. Mais ma mère savait exactement sur quel bouton appuyer. Le lendemain, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, un pot de confiture de fraises maison, avec une étiquette écrite de sa main tremblante. Pour ma petite Delphine, celle qui réussit tout. C'était ça, mon talon d'Achille. Ce désir pathétique d'être validé, d'être vu, d'être aimé. J'ai regardé ce pot de confiture comme s'il contenait le Saint Graal. J'ai pensé, si je les aide, si je sauve l'héritage, peut-être qu'ils me verront enfin comme l'égal de Thibaut. C'est ainsi que je me suis retrouvée à conduire 4 heures sous la pluie pour rejoindre la Dordogne, le cœur plein d'un espoir toxique, sans savoir que je me dirigeais droit vers l'abattoir. Je ne savais pas encore que ce projet allait me coûter mon couple, mes économies, et presque ma santé mentale. Je ne savais pas que je construisais le trône sur lequel mon frère s'assiérait pour mieux me cracher dessus. Le premier repas d'affaires, si on peut appeler ça ainsi, a eu lieu dans la cuisine décrépite de la vieille ferme. L'odeur de moisie et de poussière ancienne prenait à la gorge, mais Thibaut, lui, ne semblait voir que des paillettes. Il a étalé des plans griffonnés sur des serviettes en papier, les yeux brillants d'une fièvre que je prenais alors pour de la passion. « Regarde ça, Delphine, disait-il en pointant un mur porteur qu'il voulait abattre sans aucune notion de structure. Ici,
On mettra un jacuzzi à débordement avec vue sur la vallée. Et là, une cave à vin climatisée. On va appeler ça le domaine des chênes. Ça sonne premium, non? J'ai regardé mon père, Gérard, assis dans son coin, qui hochait la tête à chaque mot de son fils comme un automate. Ma mère servait du pâté en croûte, nous regardant avec un sourire béat. C'est magnifique, Thibaut, a-t-elle dit. Tu as vraiment l'esprit d'entreprise. J'ai pris une grande respiration. C'était le moment de parler chiffres. D'accord, le concept est là. Mais Thibaut, le devis pour la toiture seule est de 40 000 €. L'électricité est à refaire intégralement. La plomberie date des années 50. On parle d'un budget global de 200 000 € minimum. Tu as un apport? Le silence est tombé sur la table, lourd et coupable. Thibaut a détourné le regard, jouant avec la croûte de son pain. C'est là que tu interviens, petite sœur, a-t-il marmonné. Je suis un peu, juste en trésorerie en ce moment. Les banques ne comprennent pas la vision des entrepreneurs modernes. En clair, il était interdit bancaire ou presque. Je ne peux pas juste vous donner 200 000 €, ai-je dit calmement. C'est toutes mes économies, plus un emprunt que je devrais porter seul sur 15 ans. C'est là que ma mère est intervenue, posant sa main sur la mienne. Sa peau était froide. Delphine, on ne parle pas d'argent, on parle de famille. Ton frère a besoin d'un coup de pouce. Toi, tu as une bonne situation à Lyon. Tu es seule, tu n'as pas d'enfant à charge. J'ai serré les dents. Le fait que je n'ai pas d'enfant justifiait apparemment que je sois la banque familiale. Je vais le faire, ai-je dit, et j'ai vu les épaules de Thibaut se détendre. Mais à mes conditions. On monte une SCI, Société Civile Immobilière. Je mets l'argent, donc je détiens 99% des parts. Thibaut, tu n'as pas d'apport, donc tu auras 1% symbolique. Le visage de Thibaut s'est assombri. Tu ne me fais pas confiance? C'est insultant. Je vais être le visage de ce lieu. Je vais gérer les artisans, les clients. C'est la condition, Thibaut, ai-je tranché, mon côté architecte prenant le dessus. C'est mon nom sur le prêt bancaire. Si ça coule, c'est moi qui coule. Il a regardé ma mère, cherchant du soutien. Elle a soupiré, jouant la médiatrice. Allons, allons. Thibaut, ta sœur a raison pour les papiers. Mais Delphine, pour l'image, pour la fierté de ton frère, est-ce qu'il ne pourrait pas être nommé gérant? Ça ne te coûte rien, et ça lui donne une stature vis-à-vis des voisins et des ouvriers. J'ai hésité. Être gérant dans une SCI donne le pouvoir de gestion quotidienne, de signer les chèques, d'engager la société. C'était risqué. Mais je vivais à 500 km de là. Je ne pouvais pas être là pour réceptionner chaque livraison de ciment. D'accord, ai-je cédé, scellant mon destin. Thibaut sera gérant. Mais je garde un droit de regard absolu sur les comptes. Et les bénéfices serviront d'abord à rembourser mon prêt. Thibaut a souri, ce sourire carnassier que je n'ai pas su décrypter sur le moment. T'inquiète pas, sœurette. On va faire de l'or en barre. Nous sommes allés chez le notaire la semaine suivante. J'ai signé les chèques. J'ai signé l'hypothèque sur mon appartement de Lyon en garantie. J'ai vu Thibaut signer le registre des gérants avec une floriture théâtrale. Je venais de lui donner les clés de ma voiture, sans savoir qu'il avait l'intention de rouler sur la jante jusqu'à ce que les roues explosent. Les 18 mois qui ont suivi ont été une descente aux enfers lente et poussiéreuse. Ma vie s'est scindée en deux réalités incompatibles. Du lundi au vendredi, j'étais l'architecte respecté à Lyon, gérant des projets complexes, courant entre les réunions, essayant de maintenir une façade de normalité. Mais dès le vendredi 17h, je montais dans ma voiture, le corps déjà perclus de fatigue, pour affronter l'autoroute A89 direction la Dordogne. J'arrivais souvent vers 22h. La ferme était un chantier glacial. Pas de chauffage. Je dormais sur un matelas gonflable au milieu des sacs de plâtre, enveloppé dans 3 duvets, écoutant le vent siffler à travers les fenêtres mal isolées. Et Thibaut? Thibaut était censé être le chef de chantier. La réalité était tout autre. Un samedi matin de novembre, je me suis levée à 7h pour réceptionner les menuisiers. Il faisait 4 degrés. Thibaut n'était pas là.
Je l'ai trouvé à 11 heures, descendant les escaliers de la maison de nos parents, située à 500 mètres, en peignoir, une tasse de café fumant à la main. « Ah, tu es déjà là ?» a-t-il bâillé. « Les gars font trop de bruit, ils m'ont réveillée. » J'étais couverte de poussière de ponçage, mes mains étaient gercées par le froid et les produits chimiques. « Thibaut, le carrelage de la salle de bain principale n'est pas le bon. Je t'avais envoyé la référence précise. Celui-là coûte 3 fois le prix et c'est du marbre poreux, impossible à entretenir. » Il a haussé les épaules, un geste qui me donnait envie de hurler. « Détends-toi. Le marbre, ça fait riche. Les clients veulent du rêve, Delphine. Tu es trop technique, tu manques de poésie. » Je ne manque pas de poésie, je manque d'argent, ai-je explosé. C'est ma carte bleue qui a été débitée. 3 000 € de différence. Maman est sortie de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. « Delphine, ne crie pas sur ton frère. Il a passé toute la semaine à chercher l'inspiration pour la déco. Il est fatigué. Et puis, c'est fait, c'est fait. C'est joli le marbre. » J'étais seule. Toujours seule contre leur folie à deux. Mais le pire n'était pas la fatigue physique, ni l'argent qui fondait. Le pire, c'était Julien. Julien a essayé de comprendre. Il a essayé de m'aider. Il est venu 2 fois piocher la terre avec moi. Mais il a vu. Il a vu comment Thibaut me regardait travailler en sirotant sa bière. Il a vu comment mon père ne levait pas le petit doigt. Le point de rupture est arrivé le jour de la Saint-Valentin. J'avais promis à Julien qu'on irait dîner. J'avais réservé un restaurant à Lyon. Mais à 14 heures, Thibaut m'a appelé. Gros problème. Le plombier menace de tout arrêter si on ne lui paie pas la compte en liquide tout de suite. Il dit que le chèque de la société a été rejeté. Mon sang s'est glacé. Comment ça rejeté? J'ai viré les fonds hier. Je sais pas, moi. Il est furieux. Tu dois venir, Delphine. Il ne veut parler qu'à toi. J'ai dû annuler le restaurant. Julien m'a regardé, une valise à la main. Il ne criait pas. C'était pire. Il était résigné. Delphine, je t'aime. Mais tu es mariée à ta famille. Tu es en train de te détruire pour des gens qui ne te donneraient même pas un verre d'eau si tu étais en feu. Je ne peux plus regarder ça. Il est parti. J'ai pleuré pendant tout le trajet jusqu'en Dordogne. Quand je suis arrivée, les yeux bouffis, le cœur en miettes, Thibaut m'a accueilli non pas avec de la compassion, mais avec de l'agacement. T'en as mis du temps. Le plombier est parti. J'ai dû lui donner ma montre en gage. Tu me dois une Rolex, Serette. Ce soir-là, assise sur le sol froid de la future cuisine haut de gamme, mangeant un sandwich triangle sec acheté sur l'autoroute, quelque chose en moi a commencé à mourir. La petite fille qui voulait de l'amour s'est recroquevillée. À sa place, une femme froide et calculatrice a commencé à ouvrir les yeux. Mais je n'étais pas encore prête à frapper. Pas encore. 6 mois plus tard, le domaine des chênes était terminé. Et je dois l'admettre, c'était un chef-d'œuvre. Mes nuits blanches, mes larmes et mon argent avaient transformé la ruine en un havre de paix luxueux. La pierre dorée brillait au soleil, la piscine à débordement reflétait les chênes centenaires, et l'intérieur était un mélange subtil de modernité et de charme rustique. Chaque coussin, chaque luminaire, chaque joint de carrelage portait ma signature invisible. Le jour de l'inauguration, le soleil de juin était radieux. Thibaut avait invité le maire, la presse locale, et tout le gratin de la région. Il avait insisté pour organiser un cocktail dînatoire, prestigieux. Je suis arrivée un peu en retard, retenue par une urgence au travail à Lyon. J'avais pris le temps de me coiffer, de mettre une belle robe, espérant, bêtement, que ce serait mon moment aussi. Quand je suis entrée dans la cour, j'ai vu Thibaut. Il portait un costume en lin beige parfaitement coupé, une coupe de champagne à la main, entouré d'un petit groupe d'admirateurs. Il rayonnait. Il semblait être né pour être châtelain. Je me suis approchée, le sourire aux lèvres. Un journaliste de La Dordogne Libre prenait des notes. « C'est incroyable, » disait le journaliste. « Comment avez-vous eu l'idée de cette verrière traversante ? C'est du génie. » J'ai ouvert la bouche pour répondre,
pour expliquer mes choix techniques sur la lumière naturelle. Mais Thibaut m'a coupé, sa voix sonore couvrant la mienne. Ah, la verrière. C'est venu d'un rêve, littéralement. Je voulais que la maison respire avec la forêt. J'ai dessiné ça sur un coin de table une nuit d'insomnie. Les artisans ont eu du mal à suivre ma vision, mais j'ai tenu bon. Je me suis figé. Ils mentaient avec un aplomb terrifiant. C'étaient mes plans. C'était mon combat contre l'entrepreneur qui disait que c'était impossible. Thibaut m'a aperçu. Il n'a pas souri. Il a eu un petit geste de la main, comme on chasse une mouche. Ah, voici Delphine, ma petite sœur. Elle m'a donné un coup de main pour choisir les rideaux et la couleur des coussins. Les femmes ont l'œil pour les détails futiles, n'est-ce pas? Les gens ont ri poliment. Le sang a afflué à mon visage. Un coup de main pour les rideaux? J'avais conçu la structure porteuse. J'avais payé chaque centime. J'ai voulu protester, dire la vérité. Mais j'ai senti une main agripper mon coude avec une force surprenante. C'était ma mère. Ne fais pas de scène, a-t-elle sifflé à mon oreille, tout en gardant un sourire figé pour les invités. C'est le grand jour de ton frère. Il a besoin de briller pour attirer les clients. Ne gâche pas tout avec ta jalousie. Ma jalousie, ai-je murmuré, choquée. Maman, il s'attribue tout mon travail. Il vend du rêve, Delphine. Toi, tu es l'ombre. Lui, c'est la lumière. Chacun sa place. Tiens, va en cuisine, le traiteur a besoin d'aide pour dresser les verrines. Rends-toi utile au lieu de rester planté là. Elle m'a poussé vers la porte de service. J'ai été expulsée de ma propre création. J'ai passé la soirée de l'inauguration dans la cuisine, à remplir des plateaux de petits fours, pendant que j'entendais au loin les applaudissements pour le visionnaire Thibaut. Je vous pose la question, et je veux que vous soyez honnête, si votre propre famille vous humiliait ainsi après avoir pris tout votre argent et votre travail, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table devant le maire? Auriez-vous crié? Ou auriez-vous fait comme moi, attendre le moment parfait pour frapper? Dites-le moi en commentaire. Je veux savoir si je suis la seule à avoir encaissé en silence. Ce soir-là, en rentrant seule dans mon petit appartement de fonction, car toutes les belles chambres du gîte étaient occupées par les amis de Thibaut, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Et tant que je donnerais, ils prendraient. Il allait falloir couper la main qui donne pour qu'ils réalisent enfin ce qu'ils avaient perdu. Les 6 mois suivants ont été une leçon brutale d'économie. Le gîte était plein. Les avis sur TripAdvisor étaient dithyrambiques, un lieu magique, un hôte, Thibaut, d'un charisme exceptionnel. Le chiffre d'affaires aurait dû exploser. Pourtant, chaque mois, quand je me connectais au compte bancaire de la SCI, le solde était proche de zéro. Je vivais à Lyon comme une étudiante fauchée. Je mangeais des pâtes au jambon, je ne m'achetais plus de vêtements, je ne sortais plus. Mon salaire d'architecte partait intégralement dans le remboursement du prêt colossal de 200 000 € et les charges fixes du gîte. Thibaut, lui, vivait la grande vie. Un soir de novembre, j'ai décidé de faire un audit surprise. Je n'ai pas prévenu de ma venue. Je suis arrivée un mardi matin, alors que le gîte était vide de clients. Je suis entrée dans le bureau. Thibaut n'était pas là. J'ai ouvert les classeurs, j'ai épluché les relevés de la carte bancaire professionnelle. Ce que j'ai vu m'a donné la nausée. 28 octobre, restaurant, la Table de Pierre, 2 étoiles Michelin, 840 €. Justification, dîner d'affaires avec influenceur. 2 novembre, location Porsche Cayenne, week-end, 1250 €. Justification, transport VIP pour clients. 15 novembre, boutique Hugo Boss 1800 €. Justification, tenue de représentation. Il y en avait des pages entières. Coiffeur de luxe, spa, caisse de vin grand cru qui n'apparaissait jamais sur la carte des clients. Thibaut utilisait la trésorerie de la société comme son compte personnel. La porte s'est ouverte. Thibaut est entré, l'air détendu, portant une de ses vestes Hugo Boss à 800 € que j'avais payée. Tiens, l'inspectrice des travaux finis, a-t-il lancé avec arrogance. Qu'est-ce que tu fouilles? J'ai claqué le relevé bancaire sur le bureau.
Le bruit a fait sursauter le chat qui dormait sur le fauteuil. C'est quoi ça, Thibaut? Une Porsche? Des dîners à 800 balles? Je mange des nouilles instantanées pour payer les traites de la banque, et toi tu te prends pour le loup de Wall Street? Il a ri. Un rire méprisant, insupportable. Il s'est versé un verre de cognac, mon cognac. Tu es d'une étroitesse d'esprit affligeante, Delphine. C'est du personal branding. Je dois incarner le luxe pour vendre du luxe. Les clients n'achètent pas juste une chambre, ils achètent une part de mon lifestyle. Si je roule en Twingo, on perd de la crédibilité. Ce n'est pas ton lifestyle, ai-je hurlé, perdant mon calme pour la première fois. C'est mon argent. C'est du vol, Thibaut. C'est de l'abus de biens sociaux. Son visage a changé. Il est devenu froid, menaçant. Il s'est approché de moi, envahissant mon espace vital. Fais attention aux mots que tu emploies, petite sœur. N'oublie pas que sans moi, ce tas de pierres ne vaudrait rien. C'est moi qui fais venir les clients. Toi, tu n'es que la comptable. Et franchement, tu deviens pénible. Maman a raison, tu es aigri parce que tu n'as pas de vie. J'ai reculé, choqué par la violence psychologique. Je te préviens, Thibaut. Si je ne vois pas un remboursement de ces sommes d'ici la fin du mois, je coupe tout. Tu ne feras rien, a-t-il dit doucement. Parce que si tu coupes, le gîte coule. Et si le gîte coule, ton prêt te tombe dessus et la banque saisit ton petit appartement chéri à Lyon. Tu es coincé avec moi, Delphine. Tu es mon otage. Il avait raison. Et il le savait. J'étais piégé par ma propre signature. Je suis reparti ce jour-là avec la certitude que la discussion était inutile. Il ne changerait pas. Il fallait que je change les règles du jeu. Après cette confrontation, il y a eu un silence radio de 2 semaines. Puis, la tactique a changé. C'est ce que les psychologues appellent le breadcrumbing, semer des miettes. Ma mère a commencé à m'envoyer des messages doux. Des photos du jardin sous le givre. Les rosiers que tu as plantés sont magnifiques, ma chérie. Ton père a réparé la vieille commode, il pensait à toi. Je savais, intellectuellement, que c'était de la manipulation. Mais émotionnellement? Je mourais de faim. J'étais tellement isolée que la moindre miette d'affection me semblait être un festin. Noël approchait. Maman m'a appelée. Delphine, viens pour le réveillon. Thibaut regrette ses paroles. Il est sous pression, tu sais. On veut juste une famille unie. J'ai fait ton foie gras préféré. J'ai presque dit oui. J'ai failli craquer. Mais le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était tante Solange, la sœur de ma mère. La seule personne censée de cette famille, mais qui vivait à Marseille et que je voyais peu. Delphine, écoute-moi bien, sa voix était grave. Je ne devrais pas te dire ça, mais je ne peux pas les laisser faire. J'ai eu ta mère au téléphone hier. Elle a bu un peu trop de Porto et elle a parlé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce qu'elle a dit, Tata? Il prépare un coup. Thibaut veut faire construire une extension, un spa avec sauna. Il a besoin de 100 000 € de plus. La banque refuse de lui prêter à lui. Ils veulent te faire venir à Noël, t'amadouer, te faire boire un peu, et te faire signer une nouvelle caution solidaire. Et elle a hésité. Et quoi? Et ta mère a dit, une fois qu'on aura la signature pour le spa, Thibaut trouvera un moyen de sortir Delphine de la gérance. On dira qu'elle est incompétente ou instable. Comme ça, le domaine restera dans la famille, la vraie, point. Le monde s'est arrêté. La vraie famille. Donc je n'en faisais pas partie. J'étais la vache à lait, l'idiote utile, l'étrangère. Merci, Tata, ai-je murmuré. Tu viens de me sauver la vie. J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé. Bizarrement, je n'ai pas pleuré. La douleur était si intense qu'elle a dépassé le stade des larmes pour devenir quelque chose de froid, de dur, de tranchant. Comme l'acier chirurgical. J'ai compris que la discussion, la raison, l'amour, rien de tout ça ne fonctionnait avec des narcissiques. Ils ne comprenaient qu'une seule langue, la force. J'ai pris mon agenda.
L'anniversaire des 60 ans de ma mère était dans 3 semaines. C'était le moment parfait. J'allais y aller. J'allais sourire. Et j'allais attendre qu'il me donne l'arme pour les abattre. Je suis allé voir Maître Lemoine le lendemain. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, le visage impassible, prenant des notes. Vous avez une position de force, mademoiselle, a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Vous détenez 99% des parts. Vous êtes le créancier principal de la société via votre compte courant d'associé. Juridiquement, vous êtes Dieu en votre royaume. Mais Thibault est le gérant. Pour le destituer, il faut une faute lourde prouvée, ou une assemblée générale. Préparez les papiers, maître, ai-je dit. Préparez la convocation pour une assemblée générale extraordinaire. Préparez la révocation du gérant. Et préparez la mise en vente du bien. Vous êtes sûr? C'est irréversible. C'est la guerre nucléaire familiale. J'ai pensé à mon compte en banque vide. À Julien qui était parti. À la vraie famille, dont je ne faisais pas partie. Je suis sûr. Je veux juste attendre une dernière confirmation. Une dernière preuve qu'il n'y a plus rien à sauver. Cette preuve allait arriver lors du dîner d'anniversaire. Le soir de l'anniversaire de ma mère, l'atmosphère au gîte était électrique. Thibault avait mis les petits plats dans les grands. Traiteur de luxe, champagne à flot, décoration florale extravagante. Tout cela payé, je le savais maintenant, avec l'argent qui aurait dû rembourser mon prêt. J'étais assise au bout de la table, observant la scène comme une spectatrice. J'avais apporté un cadeau modeste mais sentimental, un album photo que j'avais passé des heures à restaurer, retraçant la vie de ma mère. Quand je lui ai donné, elle l'a feuilleté distraitement, a dit « Oh, c'est mignon », et l'a posé sur une chaise vide pour prendre une autre coupe de champagne. Puis est venu le moment du cadeau de Thibault. Il s'est levé, théâtral, et a tendu une petite boîte en velours à maman. Elle l'a ouverte. C'était une clé de voiture. Maman, a déclaré Thibault, la voix tremblante d'émotion feinte, pour tes 60 ans, je t'offre la liberté. La petite décapotable rouge dont tu as toujours rêvé est garée dehors. Maman a poussé un cri de joie, s'est levée pour embrasser son fils chéri. Oh, mon Thibault! Tu es fou! C'est trop! Quel fils merveilleux j'ai! Mon père applaudissait. Les oncles et tantes murmuraient leur admiration. J'ai regardé la clé. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que cette voiture était en leasing au nom de la société. C'était mon argent. C'était mon cadeau, volé et reemballé par lui. J'ai senti une boule de feu monter dans ma gorge. J'ai failli exploser là, tout de suite. Mais je me suis souvenu du conseil de Maître Lemoine, laissez-les faire l'erreur. Soyez la victime jusqu'à la dernière seconde. Le dîner a continué. L'alcool aidait, les langues se déliaient. Thibault, ivre de son propre succès et du vin, s'est tourné vers moi. Il a posé sa main lourde sur mon épaule. Et toi, Delphine? Tu ne dis rien? Tu es jalouse parce que ton album photo fait pâle figure à côté de la décapotable? Il a ri. La table s'est tue, attendant ma réaction. Je ne suis pas jalouse, Thibault, ai-je dit calmement. Je suis juste admirative de ta gestion financière. Il a plissé les yeux, sentant le sarcasme, mais il a décidé de l'ignorer pour m'écraser davantage. Il s'est penché vers l'assemblée, comme pour partager un secret. Vous savez, ma sœur est une excellente technicienne. Elle sait dessiner des plans. Mais elle n'a pas d'âme. Elle est froide. C'est pour ça que son mec l'a larguée, d'ailleurs. Un coup de poignard en plein cœur. Il osait parler de Julien. Thibault. A tenté mon père, mollement. Non, mais c'est vrai, a continué Thibault, sa voix montant dans les aigus. Regardez-la. Elle est là, a jugé tout le monde avec son air supérieur. Delphine, tu veux savoir la vérité? Il s'est approché de mon visage. Je sentais son haleine vineuse. En fait, personne ne t'aime ici. On te supporte juste parce que tu es le carnet de chèques. Tu es le mal nécessaire. Mais maintenant que le gîte tourne, maintenant que je suis là, on a de moins en moins besoin de toi. Tu es juste un poids mort émotionnel. Le silence qui a suivi a duré une éternité.
J'ai regardé ma mère. J'attendais qu'elle le gifle. Qu'elle dise « Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça ?» Au lieu de ça, elle a émis un petit rire nerveux, a pris une gorgée de vin et a dit « Oh Thibaut, tu exagères toujours avec l'alcool. Mais c'est vrai, Delphine, tu pourrais faire un effort pour être plus agréable. Tu as toujours ce visage fermé qui gâche l'ambiance. » Voilà. C'était dit. La vérité nue, crue, servie sur un plateau d'argent. Je n'ai pas crié. Une étrange sérénité m'a envahi. C'était la libération. Je n'avais plus besoin d'essayer de les sauver. Je n'avais plus besoin d'espérer leur amour. Ils venaient de me donner la permission de tout brûler. J'ai fini mon verre de vin, lentement. J'ai essuyé ma bouche avec la serviette en tissu. Je me suis levée. Bon anniversaire, maman, ai-je dit. Ma voix était stable, sans aucune émotion. Profite bien de ta voiture. Et toi, Thibaut, profite bien de ta soirée. Vraiment. Savoure-la. J'ai pris mon sac. Tu t'en vas, a lancé Thibaut, goguenard. C'est ça, fuis. Retourne pleurer dans ton appartement vide. Je n'ai pas répondu. Je suis sortie dans la nuit fraîche de Dordogne. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai démarré. Sur la route du retour, j'ai appuyé sur le bouton d'appel vocal. Appeler Maître Lemoine. Il était 23 heures, mais il m'avait dit de l'appeler n'importe quand si l'événement se produisait. Allô, sa voix était ensommeillée mes alertes. C'est Delphine, ai-je dit. Lancez l'opération. Tout. La révocation, la saisie, le blocage des comptes. Dès demain matin 8 heures. Vous êtes sûr? Jamais été aussi sûr de ma vie. Brûlez tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, à 8 heures précises, la machine de guerre s'est mise en marche. Pendant que ma famille dormait encore, la gueule de bois sans doute atténuée par le sentiment de leur triomphe mesquin, l'univers s'effondrait autour d'eux sans qu'ils le sachent. Je suis restée à Lyon, cloîtrée chez moi. J'ai pris 3 jours de congé. J'ai éteint mon téléphone personnel. J'ai ouvert une bouteille de bon vin, je me suis fait un bain chaud, et j'ai laissé la justice faire son travail. Voici ce qui s'est passé, tel que Maître Lemoine me l'a rapporté plus tard. À 8h05, la banque a reçu la notification officielle. En tant qu'associé majoritaire à 99%, j'avais signalé une suspicion de détournement de fonds, preuve des relevés à l'appui, et demandé le gel conservatoire immédiat des comptes de la SCI. Conséquence immédiate, la carte « Gold » de Thibaut est devenue un morceau de plastique inutile. Les prélèvements automatiques pour l'électricité, Internet et les fournisseurs alimentaires ont été rejetés. À 9h, une lettre recommandée électronique a été envoyée à Thibaut. Objet, convocation à une assemblée générale extraordinaire. Ordre du jour, révocation du gérant pour faute lourde et mise en liquidation de la société. Comme je détenais 99% des droits de vote, je n'avais même pas besoin de sa présence pour voter. J'ai tenu l'assemblée seule, dans mon salon, avec mon avocat en visio. Résolution 1, Thibaut est viré. Résolution 2, un administrateur provisoire est nommé, mon avocat. Résolution 3, la SCI, ne pouvant rembourser sa dette envers moi, le compte courant d'associé de 200 000 €, est déclaré en cessation de paiement. La seule solution est la vente de l'actif. C'est-à-dire la vente du domaine. C'était le coup de grâce. Maître Lemoine a envoyé un huissier de justice sur place pour signifier la révocation et récupérer les actifs de la société. L'huissier est arrivé au domaine vers 11h. Thibaut prenait son petit déjeuner avec les clients. Je peux imaginer la scène. L'homme en costume sombre qui entre, imperturbable. Monsieur Thibaut D. Je suis maître Verrier, huissier de justice. Vous n'êtes plus le gérant de cet établissement. Je suis ici pour faire l'inventaire et récupérer les clés des véhicules de la société, y compris la décapotable rouge et le Cayenne. Pendant 3 semaines, j'ai ignoré les tentatives de contact. Mon téléphone fixe affichait des dizaines d'appels manqués de « maman »,« papa »,
Thibaut. Ils ont laissé des messages vocaux. D'abord la confusion, Delphine, la carte ne marche pas, tu as oublié de faire un virement? Puis la colère, c'est quoi cette lettre de l'avocat? Tu te prends pour qui? Rappelle tout de suite. Puis la peur, les fournisseurs ne livrent plus. On n'a plus de pain pour demain matin. Delphine, réponds. Et enfin, le désespoir. Je n'ai rien écouté en direct. Je gardais ces messages comme preuve de harcèlement pour le dossier judiciaire. Je ne ressentais aucune culpabilité. Chaque fois qu'un doute m'effleurait, je réentendais la voix de Thibaut. Personne ne t'aime ici. Si personne ne m'aime, alors personne ne mérite mon argent. C'est une équation simple. Le gîte a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Sans mon argent pour combler les trous, sans ma gestion administrative pour les réservations, c'était le chaos. Les poubelles n'étaient plus ramassées. La piscine a tourné au vert car personne n'avait payé le pisciniste. Les avis sur Internet ont chuté, propriétaire agressif, petit déjeuner inexistant, à fuir. L'empire de carton-pâte de Thibaut se dissolvait sous la pluie de la réalité. 3 semaines après le dîner. C'était un mardi soir pluvieux. J'ai décidé qu'il était temps de décrocher. J'ai vu le nom de mon père s'afficher. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Allô? Delphine. Dieu merci. La voix de mon père était méconnaissable. Aiguë, brisée, paniquée. Pourquoi tu ne répondais pas? C'est la catastrophe ici. Bonjour papa. Quelle catastrophe? Ai-je demandé, en tournant une page de mon magazine. Il y a des affiches à vendre sur le portail. L'agence immobilière est passée ce matin avec les clés. Ils disent que la maison est en vente judiciaire. Et l'huissier, il a pris la voiture de ta mère. Elle ne fait que pleurer, elle est sous calmant. Je sais, papa. C'est la procédure normale lors d'une liquidation. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Là, quoi? Mais tu ne peux pas faire ça. C'est la maison de tes grands-parents. C'est le travail de ton frère. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Le travail de mon frère? Papa, Thibaut a coulé la boîte en 6 mois. Il a volé 40 000 € en dépenses personnelles. J'ai les preuves. J'aurais pu le mettre en prison pour abus de biens sociaux. J'ai été gentille, je l'ai juste viré. Gentille? Tu appelles ça gentille? Tu nous mets à la rue. Non, papa. Vous vous êtes mis à la rue. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Vous avez choisi de soutenir le fils qui vous mentait et de mépriser la fille qui vous finançait. Thibaut m'a dit que j'étais juste un carnet de chèques. Eh bien, le carnet de chèques a décidé de fermer. C'est tout. Passe-moi Thibaut, ai-je ajouté. J'ai entendu des bruits de lutte, des chuchotements, puis la voix de Thibaut. Elle n'était plus arrogante. Elle était petite, haineuse, effrayée. Tu es une garce, Delphine. Une grosse garce jalouse. Peut-être. Mais je suis une garce propriétaire de son appartement, solvable et libre. Et toi, Thibaut? Tu es quoi? Un gérant révoqué, sans chômage, sans voiture, et bientôt sans toit. Tu as intérêt à chercher du travail. Le vrai travail, pas visionnaire, point. Je vais te traîner en justice, a-t-il craché. Fais-le. Maître Lemoine attend ton appel avec impatience. Il a hâte de montrer au juge tes factures de restaurants étoilés payées avec l'argent de la société pendant que ta sœur payait l'URSSAF. Vas-y, Thibaut. Fais-moi ce plaisir. Il a raccroché. Le lendemain, j'ai appris par l'administrateur que Thibaut avait essayé de démonter les robinets en or de la salle de bain pour les vendre. L'huissier l'en a empêché et l'a menacé d'appeler les gendarmes pour vol. La chute était totale. Le « domaine des chênes », ce rêve que j'avais construit et qu'ils avaient perverti, n'était plus qu'un dossier, actif à liquider, sur le bureau d'un notaire. La fin du gîte n'a pas été héroïque. Elle a été sordide. Une fois la vente annoncée, les nouvelles ont circulé vite dans le village. En province, tout se sait. La « réussite » de Thibaut a été exposée pour ce qu'elle était, une fraude. Les commerçants locaux, à qui Thibaut devait de l'argent, sont venus réclamer leur dû.
Le boulanger, le boucher, le vigneron. Ils ont trouvé porte close. Thibaut se terrait à l'intérieur, rideau tiré, refusant d'ouvrir. Mes parents, eux, ont sombré dans une honte totale. Eux qui paradaient au marché en parlant du domaine de leur fils, n'osaient plus sortir de chez eux. Ils ont dû commencer à vendre leurs propres meubles, ceux de la maison principale, qui n'étaient pas dans la SCI mais qui étaient hypothéqués en garantie de dettes personnelles qu'ils avaient contractées pour aider Thibaut en secret. Ça, je l'ai appris plus tard. Le coup de grâce est venu des clients. Un couple de Parisiens, venu pour une semaine de détente, s'est retrouvé sans eau chaude, chaudière en panne, contrat d'entretien impayé, et sans petit déjeuner. Thibaut leur a crié dessus quand ils ont demandé un remboursement. Ils ont appelé la gendarmerie. C'était la fin. Le domaine a été vendu aux enchères 3 mois plus tard. C'est un groupe hôtelier néerlandais qui l'a racheté. Ils ont payé un bon prix, car la rénovation, mon travail, était impeccable. Avec l'argent de la vente. La banque a été remboursée intégralement, mon prêt a disparu. J'ai récupéré mon apport initial de 200 000 €, via mon compte courant d'associé, qui est une dette prioritaire. J'ai récupéré mes frais d'avocat. Il restait environ 15 000 € de bénéfices nets. Comme je détenais 99% des parts, j'ai touché 14 850 €. Thibaut, avec son 1%, a touché 150 €. C'est tout ce qui lui restait de son empire. 150 €. Pas même de quoi payer une nuit dans l'hôtel qu'il prétendait diriger. Il a fallu une dernière rencontre pour signer les actes définitifs de cession. C'était dans le bureau du notaire, terrain neutre. Je suis arrivé tôt. J'étais habillée simplement, mais avec soin. Je me sentais légère, comme si on m'avait enlevé un gilet de plomb de 50 kilos. Ils sont arrivés ensuite. Le choc a été rude. En 6 mois, mes parents avaient vieilli de 10 ans. Mon père marchait voûté. Ma mère avait le visage marqué par l'amertume. Et Thibaut? Le superbe Thibaut en costume Hugo Boss n'était plus là. Il portait un jean délavé et un pull qui avait connu des jours meilleurs. Il avait pris du poids, le visage bouffi, les yeux fuyants. Il ne m'a pas regardé. La séance de signature a été glaciale. Seul le bruit des stylos sur le papier et le tampon du notaire rompait le silence. Quand tout a été fini, le notaire nous a salués et nous a laissés seuls un instant dans la salle d'attente. Ma mère s'est plantée devant moi. Ses yeux étaient secs, durs. Tu es contente de toi? Tu as détruit ta famille pour de l'argent. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné la vie, mais qui n'avait jamais su me donner ce dont j'avais besoin. Je n'ai rien détruit, maman, ai-je dit doucement. J'ai juste allumé la lumière. Ce que vous avez vu, la saleté, le désordre, les mensonges, c'était là depuis le début. J'ai juste arrêté de payer pour le cacher. On n'a plus rien, a-t-elle sifflé. Ton frère est à la rue. Il va devoir dormir sur notre canapé. Il est en dépression. Il est adulte, maman. Il a 36 ans. Il peut travailler. Le supermarché du coin cherche des magasiniers. Thibaut a levé la tête, la haine pure dans le regard. Je ne suis pas un magasinier. Je suis un entrepreneur. J'ai souri, tristement. Non, Thibaut. Tu es un enfant gâté qui jouait à la marchande avec l'argent de sa petite sœur. Le jeu est fini. Je me suis tournée vers mon père. Papa, tu n'as rien à dire? Il a regardé ses chaussures. Tu as été dure, Delphine. Trop dure. On ne fait pas ça à son sang. Mon sang m'a dit que personne ne m'aimait, ai-je répondu. Mon sang m'a volé. Mon sang m'a humilié. Alors j'ai choisi de changer de sang. J'ai choisi de m'aimer moi-même, puisque vous en êtes incapable. J'ai ouvert la porte. Adieu. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Ne m'appelez pas si vous êtes malade. Ne m'appelez pas si vous avez besoin d'argent. Considérez que je suis morte ce soir de mon anniversaire. Je suis sortie. Le soleil brillait dehors. L'air n'avait jamais été aussi doux. Cela fait maintenant 1 an que cette histoire est terminée. J'ai utilisé l'argent récupéré pour quitter mon cabinet d'architecture et monter mon propre studio.
Je travaille pour moi maintenant. Je choisis mes clients. S'ils sont toxiques, je les vire. J'ai appris la leçon. J'ai rencontré quelqu'un. Marc. Il est ébéniste. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait. Il répare les choses brisées. Quand je lui ai raconté mon histoire, il n'a pas jugé. Il a juste pris ma main et a dit, « Il ne te méritait pas. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai eu des nouvelles de ma famille par tante Solange, avec qui je déjeune une fois par mois. Thibaut travaille, enfin, il essaie. Il a fait 2 semaines chez McDonald's avant de se faire virer pour insolence. Il vit chez mes parents, dans son ancienne chambre d'ado. Il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à dire à qui veut l'entendre qu'il a été victime d'une machination financière ourdie par sa sœur jalouse. Mes parents s'enfoncent dans l'amertume. Ils ont perdu beaucoup d'amis dans le village. La honte est un poison lent.